L'effondrement a commencé par un simple geste de la main d'un dirigeant. Par un vendredi matin pluvieux du début avril 2025, les flashs des appareils photo dans la roseraie ont brillé tandis que le président Donald Trump, de retour au bureau ovale sur un raz-de-marée de fureur et de nostalgie, signait ce que les experts surnommeraient plus tard l'ordre du marteau. Le document ne faisait que 6 pages à peine, mais sa portée était planétaire, des droits de douane de 60, 80, voire 100%, étaient imposés sur chaque marchandise, service et propriété intellectuelle importée. C'était une matraque pour l'égalité des chances, acier du Canada, tubes médicaux de Singapour, correctifs logiciels de Bangalore, antibiotiques de Finlande. Du jour au lendemain, le dollar s'est effondré. Interactive Broker a gelé ses terminaux de trading sous le poids des appels de marge, Tesla a interrompu sa production, personne ne pouvant se permettre les batteries lithium-ion expédiées via Shanghai, et les magasins Walgreens sont devenus inquiétants, les rayons se vidant plus vite que les drones ne pouvaient livrer les génériques de contrebande. À la fin de l'été, l'hyperinflation avait réduit les salaires en miettes. Les billets de banque étaient devenus des marque-pages dans les livres de cuisine d'occasion, car la farine et l'huile de cuisson coûtaient plus cher que l'argent imprimé lui-même. Les citoyens, dont le souvenir de la prospérité s'estompait, ont été contraints de choisir entre le carburant, la nourriture et les médicaments qui maintenaient leur cœur battant et faisaient respirer leurs enfants. Voilà le monde que patrouillait l'agent Gabriel Ramos, si tant est que le mot « patrouiller » s'applique encore à une ville où les voitures de police étaient immobilisées faute d'essence et où les immeubles marqués par les émeutes scintillaient sous des bandes LED récupérées. La silhouette de Chicago, autrefois symbole de l'acier résistant et de l'optimisme moderne, était désormais nimbée de fumée provenant d'incendies de poubelles improvisées qui s'élevaient par des vitres brisées. La carte officielle appelait ce quartier Wacker Sud. Les habitants l'appelaient la Gorge, car il engloutissait l'espoir et étouffait quiconque s'attardait. La vie de Gabriel, comme celle de la ville, s'était réduite à de simples calculs. Le traitement d'insuline de sa fille Luna nécessitait précisément 2 flacons par mois. Avant les taxes douanières, il coûtait $40. Maintenant, 1000, quand on pouvait en trouver. Et Luna commençait à en manquer. Elle était assise chez elle sur leur canapé affaissé, emmitouflée dans un sweat à capuche trop grand pour sa silhouette de 11 ans, dessinant des trembles argentés d'une main tremblante chaque fois que des baisses de glycémie brouillaient sa vue. Gabriel rationnait ses doses quart de millilitre par quart de millilitre, priant pour un répit qui ne venait jamais. Les rumeurs, cependant, se propageaient plus vite que la peur. Dans des bars clandestins tapissés d'affiches électorales décollées, on murmurait qu'une caravane de médicaments contrefaits transitait par le cartel des pèlerins, un gang impitoyable qui prospérait grâce à la pénurie. Ils se procuraient des précurseurs pharmaceutiques volés, apposaient de faux hologrammes sur des flacons et les vendaient à des diabétiques et des patients en chimiothérapie désespérés, à des prix défiant toute concurrence. Par un cruel retournement de situation, certains lots ont failli fonctionner, juste assez de principes actifs pour accorder une semaine de répit avant que les lésions organiques ne reprennent. L'espoir contrefait était le produit le plus précieux du cartel. Gabriel jura de ne jamais descendre dans ce monde souterrain. Puis le lecteur de glycémie de Luna afficha le redoutable octogone rouge au pile faible taux de sucre et le dernier flacon valide siffla. L'odeur de tampon alcoolisé persistait dans l'appartement lorsqu'il passa l'appel qui changea tout. Le contact était Anja Lehtinen, une chimiste carélienne qui avait déserté une entreprise de biotechnologie nordique en faillite et s'était frayé un chemin à travers le Canada sous un faux passeport. Elle possédait un don rare pour l'improvisation en synthèse, capable d'extraire des analogues d'insuline utilisables à partir de déchets de laboratoire et de solvants industriels. Mais la FDA ne délivrait plus de dérogations d'urgence, et les tournevis avaient remplacé l'évaluation par les pairs comme principaux outils. Anja se réfugia dans un centre de service Tesla abandonné au sud de Grand Park, transformant sa salle blanche de diagnostic en une salle clandestine de micro-réacteurs. On disait qu'elle pouvait transformer du cortisol brut en insuline avec suffisamment de temps et de réactifs. Cependant, le temps était le seul réactif qui lui manquait. Le cartel avait mis sa tête à prix desquels avait refusé un emploi exclusif. Gabriel la retrouva après le crépuscule, garant sa Crown Vic cabossée près d'un amas de pylônes de compresseurs brisés. Il ne se présenta pas comme policier, le badge à sa ceinture était une invitation à se faire tirer dessus. Il portait plutôt la fiole vide de Luna comme preuve de son besoin. Anja, cheveux pâles, yeux verts comme des herbiers de la Baltique, examina le contenant sous une lampe torche clignotante. Ce numéro de lot, murmura-t-elle, la voix rauque après des nuits blanches, vient de l'usine numéro 4 d'Indianapolis. La version du cartel utilise le même moule, mais le profil de glycation est décalé d'un carbone. Signification ?
Ce qui signifie que le foie de votre fille serait noyé sous les radicaux libres en 3 jours. On peut faire mieux. Elle expliqua son plan en syllabes scandinaves concises. Un convoi blindé FarmSaf devait traverser la Skyway 94 à 0200, transportant des particules de culture, le dernier substrat légal pour l'insuline Biosym à l'ouest de l'Hudson. Le cartel comptait détourner la cargaison et la raffiner pour en faire une contrefaçon baptisée Glucosure Gold. Si Anja et Gabriel interceptaient le convoi en premier, elle pourrait synthétiser un lot vital pour Luna et briser le monopole du cartel d'un seul coup. Cela semblait insensé. Pas de patrouille de renfort, pas d'autorisation du commissariat, pas d'avocat syndical pour nettoyer les retombées, juste un policier solitaire avec un Glock de service et un chimiste en fuite dont la défense personnelle se résumait à une fiole d'azote liquide. Pourtant, Gabriel sentit une certitude tectonique s'installer derrière son sternum. Le droit était devenu un luxe, la justice, une rumeur. Protéger et servir signifiait ce que sa fille tremblante en avait besoin. Il a accepté. Le soir de leur départ, des rafales de neige dérivaient à travers les braises au ras de la rue. Leur véhicule de fuite était une Tesla Model Y dont le pilote automatique avait grillé lors d'une panne de courant et n'obéissait plus qu'aux commandes manuelles, un avantage, observa Anja, car les codes d'arrêt à distance nécessitent toujours de l'électricité. Ils siphonnèrent de l'essence mélangée à de l'éthanol dans un bus de touristes saisis et la versèrent dans des filtres improvisés de charbon actif et de marque de café. La voiture sentait la distillerie sur roue, mais le moteur cracha dans un silence tremblant. Les artères du centre-ville étaient encombrées par les débris des évacuations ratées, boîtes aux lettres renversées, abribus effondrés, un panneau d'affichage interactif broker entier, face cachée, en travers de Michigan Avenue, tel un dieu déchu. Au-dessus, un chapiteau à moitié illuminé diffusait des publicités bancales pour des marques autrefois invincibles, Tesla Cybertruck, Walgreen Reward, Make America Iron Again. Chaque slogan sonnait comme l'adieu d'un fantôme. Gabriel conduisait. Anja naviguait grâce à un trio de tablettes dépareillées, connectées à des satellites NOAA obsolètes. Dehors, la palette urbaine passait de l'orange sodium au blanc magnésium, tandis que la neige et lac s'intensifiait. Les conversations radio sur la bande de la police étaient un chaos de demi-codes, signalement de pillage à East Belmont, nous sommes à court d'unités, je répète, plus d'unités. Le pouce de Gabriel planait sur l'interrupteur de transmission, impatient de répondre, mais il s'efforçait de rester dans l'obscurité. Chaque syllabe risquait d'être détectée par les brouilleurs du cartel. À minuit 1h30, ils atteignirent le pont Canwood, une rampe squelettique qui s'incurvait au-dessus de gares de marchandises jonchées de wagons abandonnés. Des matériaux isolants pourris pendaient comme des intestins aux joints du pont. En temps normal, le vrombissement des semi-remorques au-dessus de leur tête était devenu un couloir d'embuscade idéal. Les cartes d'Anja indiquaient que le convoi rétrograderait à cet endroit avant de rejoindre la Skyway, ses régulateurs de vitesse automatiques obéissant à la pente. Ils abandonnèrent la Tesla derrière une saleuse renversée et avancèrent à pied. Le souffle de Gabriel s'échappait en bouffées bleu-blanc, le rire compact et essoufflé d'Anja trahissait l'adrénaline plutôt que l'hilarité. Elle activa un télémètre laser sur la chaussée, calculant la distance de chute d'une bande cloutée artisanale, fabriquée à partir de ferrailles de récupération soudées à des chausstraps. Tu ris toujours avant de commettre un crime, siffla Gabriel. Seulement les plus intéressants, répondit-elle. Il a presque souri, jusqu'à ce que les phares s'illuminent à l'horizon et que le trottoir commence à trembler. 2 SUV d'avant-garde menaient le convoi, chacun hérissé de panneaux anti-radar et piloté par des éclaireurs du cartel armés de mitraillettes. Derrière eux, le semi-remorque FarmSaf ou une baleine argentée ornée de verrous biométriques avançait à toute allure, inconscient des loups qui l'escortaient vers le massacre. Un fourgon utilitaire carré fermait la marche, probablement équipé d'un brouilleur masquant les transmissions du cartel en provenance des satellites des forces de l'ordre, de toute façon déchargés. Gabriel et Anja échangèrent un hochement de tête. Elle actionna le chausstrap pliable, projetant un treillis d'acier sur l'asphalte quelques secondes seulement avant que les pneus du premier SUV ne se déchirent comme du papier mouillé. Le véhicule fit un tête-à-queue, percuta la glissière de sécurité et explosa dans une explosion de verre. Presque simultanément, Gabriel s'engagea sur la voie, pointa son Glock et tira 3 coups en l'air au pure diversion. Le second SUV freina brusquement, pivota sur le côté et, exactement comme Anja l'avait prédit, percuta le flanc gauche de la remorque FarmSaf. Le métal crissa, des étincelles jaillirent et le convoi s'immobilisa brutalement sous un déluge de phares LED brisés. Puis les choses ont mal tourné. De la camionnette arrière sortirent 4 agents du cartel en gilet pare-balles thermique, insensibles à la tempête de neige. Ils ne s'en prenaient pas au chauffeur, ils voulaient l'intégrité du chargement.
L'un trimbalait une scie à métaux pour palette, un autre un appareil portatif de reconnaissance d'empreintes digitales. Gabriel se laissa tomber derrière une barrière de béton, le cœur battant la chamade. Son pouls couvrait le sifflement de la neige tandis qu'il pesait le pour et le contre, 4 fusils contre un pistolet, et aucune garantie que le chauffeur du FarmSaf soit encore en vie. Anja résolut son dilemme par une bravade chimique. Elle lança une bouteille thermos en acier inoxydable par-delà la barrière, l'azote liquide se transforma en un brouillard glacé épais comme du coton, gelant l'humidité de l'air et enveloppant la voie d'un blanc opaque. Des cris fusèrent des jurons espagnols, russes, anglais suivis d'un torrent de coups de feu aveugles. Les balles ricochèrent sur les glissières de sécurité tandis que Gabriel franchissait la barrière, profitant de la confusion. 2 balles de son Glock abattirent le tireur le plus proche, une 3e cassa le câble du simulateur d'empreinte digitale, projetant l'appareil dans l'obscurité. Mais les coups de feu sonnèrent le glas. Quelque part plus loin dans la ville, les renforts du cartel faisaient déjà chauffer les moteurs, triangulaient les feux de bouche, se préparaient à fermer toutes les rampes d'accès. Gabriel et Anja avaient peut-être 6 minutes pour sécuriser les précurseurs d'insuline, incendier les appareils électroniques des fugitifs et disparaître. Dans la soute du semi-remorque fracassé, ils découvrirent une petite fortune, des caisses intelligentes scellées sous vide émettant le bip berçant de thermomètres à température constante. Les mains gantées d'Anja parcoururent les boutons de commande, désactivant les serrures biométriques grâce à un code de contournement mémorisé à l'époque où la Finlande organisait encore des conférences sur les biotechnologies dans des atriums en verre immaculé. Elle sortit une fiole laiteuse, lumineuse, incroyablement précieuse et la présenta à la lumière intérieure du camion. 900 ml de suspension de polypeptides recombinants, murmura-t-elle. De quoi administrer des milliers de doses. Nous n'en avons besoin que d'un, répondit Gabriel en pensant aux joues creuses de Luna. Et la ville a besoin de repos, rétorqua Anja. Aidez-moi. Ils commencèrent à charger les caisses sur un transpalette récupéré sur la paroi de la remorque. La neige s'infiltrait par les trous de balles des portes de chargement, saupoudrant leurs épaules tandis qu'ils travaillaient. Des sirènes hurlaient au loin au pas des sirènes de police, réalisa Gabriel avec une pointe d'effroi, mais le cri strident, modulé électroniquement, que le cartel utilisait pour signaler les barrages. Il n'avait plus de temps. Anja désigna l'avant de la remorque, là où la trappe de plancher menait à la cabine. Il y a un rail anti-panique sous le bloc moteur, dit-elle. Si on accroche la palette, la Tesla pourra la tirer. Cela va cisailler les roues. Ensuite, nous chevauchons les étincelles. Gabriel aurait voulu discuter de chiffres, de couple, de résistance à la traction. Au lieu de cela, il imagina les traits tremblants de Luna sur du papier à dessin taché. Il agrippa la poignée de la palette, les muscles en rute, et ensemble, ils firent descendre la précieuse cargaison par la rampe, dans la neige aveuglante. Derrière eux, la ville hurlait. La palette siffla sur l'asphalte telle une queue de météore, projetant des étincelles en fusion qui sifflèrent dans la neige tourbillonnante. Gabriel enfonça l'accélérateur de la Tesla, rien d'autre qu'un potentiomètre relié à l'onduleur désormais défoncé, et pria pour que les enroulements du moteur tiennent le coup. Le pare-choc arrière du modèle Y, renforcé par des entretoises en acier récupéré, gémit tandis que le traîneau, de la taille d'une charité, dérapait derrière eux. Anja était accroupie dans le haillon, une main serrée sur une sangle à cliquet, l'autre agrippée à un spectromètre portatif qui faisait également office de télescope infrarouge. Toutes les quelques secondes, elle se penchait dans le sillage glacial, scrutant les signatures thermiques qui pourraient trahir les moteurs en poursuite. Ils atteignirent les Shore Drive à 100 km/h, trop vite pour leurs pneus d'hiver usés, trop lentement pour distancer les drones du cartel. La promenade autrefois fière de Chicago était devenue un véritable fléau de robots de livraison calcinés, de viaducs à moitié effondrés et de barricades improvisées de panneaux interactifs brisés qui faisaient autrefois la promotion de la Tesla version 11 entièrement autonome, avant que les crédits énergétiques ne rendent ses promesses caduques. La Tesla fit un nouveau tête-à-queue, le contrôle de traction désactivé depuis longtemps, tandis que Gabriel se faufilait dans ce qui restait de Grand Park. L'herbe enneigée était criblée de cratères d'obus provenant des salves d'obus du mois dernier lors de la répression des émeutes de la faim. Nord-ouest, aboya Théil, son regard passant du pare-brise fissuré à la cargaison qui oscillait. Le nord d'abord, cria Anja. Des barrages du cartel sont installés sur chaque pont en direction de l'ouest. On a besoin de la glace du fleuve. La mâchoire de Gabriel se serra. La glace signifiait qu'ils allaient tenter quelque chose de presque suicidaire, mais à ce stade, le suicide était devenu le rythme cardiaque de la ville. De retour à Wacker Sud, les communications du cartel explosèrent.
L'embuscade sur le pont Canwod était censée être une extraction de routine. Au lieu de cela, 4 hommes étaient morts, la cargaison avait disparu, et un chimiste hors réseau se dirigeait quelque part avec suffisamment de matériel pour détruire un marché illicite. El Jabali, chef du secteur de Chicago du cartel des pèlerins, arpentait sa salle de guerre en attique, un ancien magasin phare de Walgreen, dévasté, dont les néons faisaient encore scintiller le logo bleu sarcelle et corail de la chaîne. Il appela d'un coup le colonel Arpad Varga, le mercenaire hongrois qui dirigeait la tactique pour lui. « Je les veux avant l'aube », siffla Jabali, et je veux que la tête de ce flic soit diffusée en direct sur tous les écrans de pharmacie Walgreen encore fonctionnels. Que toute la ville voit ce qui se passe quand on me vole ma ligne d'approvisionnement. Varga, homme de la peur et du sang, a déployé les drones Mefli, des chasseurs-tueurs trirotors alimentés par les dernières batteries de réserve récupérées dans des superchargeurs Tesla abandonnés. Ironie du sort, les moteurs renouvelables qu'Elon Musk avait autrefois salués comme le salut des infrastructures américaines alimentaient désormais la ville dans un bain de sang médiéval. Des éphémères planaient au ras du lac, leurs rayons lidar rouges balayant les rues enneigées. À l'intérieur de la Tesla, le spectromètre d'Anja Octa, son écran affichant une lueur de chaleur 2 pâtés de maison plus loin. Gabriel fit une embardée sous une banderole « Make America IRN Again », renversée, tandis que des balles traçantes piquaient des coutures oranges sur le capot. « Ils ont des yeux de drone », hurla Anja. « IEM ? Nous avons utilisé notre seule cartouche le mois dernier, » a rétorqué Gabriel, pour empêcher les pillards d'entrer dans l'armurerie du commissariat. Ensuite, nous les aveuglons à l'ancienne. Elle grimpa sur la palette, ouvrit une glacière marquée danger biologique à ne pas manquer à 2 degrés, et en sortit un flacon de la taille d'un cœur de colibri. La suspension à l'intérieur brillait d'une faible lueur cyan instabilité mêlée à bioluminescence. Anja le déboucha, enfonça une seringue dans le bouchon et en extraya 1 millilitre. Son souffle fumait tandis qu'elle murmurait une prière carélienne aux molécules qui maintenaient les affinités de liaison. « Couvre tes yeux !» Elle enfonça le piston dans le ciel et pulvérisa le prototype d'analogue d'insuline dans un halo de brume scintillante. L'aérosol frappa les capteurs avant du Mefli comme de la peinture sur un pare-brise, le lidar de proximité du drone interpréta l'aérosol comme un kilomètre de brouillard dense, paniqua et s'écrasa sur un lampadaire dans une explosion de feu de lithium. Des éclats d'obus martelèrent le panneau arrière de la Tesla. La palette tressauta, mais un bond. Chimie d'urgence, toussa Anja en essuyant les résidus sur sa joue. Appelons ça le plan BOB pour cécité. Gabriel laissa échapper un rire mi-hystérique, mi-soulagé, et écrasa l'accélérateur. Il fonçait vers le nord. À Navy-Pier, la grande roue se tenait immobile, sa jante affaissait tel un halo brisé au-dessus du lac sombre. Ses nacelles avaient été démontées depuis longtemps, ne laissant que des rayons squelettiques sifflant au vent. Sous la roue s'étendait un bidonville de réfugiés cousus de vinyle publicitaire, les crédits étant acceptés en conserve de haricots, en pile d'obloa ou en opioïdes sur ordonnance. Tandis que Gabriel sillonnait la Tesla entre les feux de baril et les traîneaux artisanaux, les charognards observaient le sillage scintillant des caisses d'insuline avec une méfiance enragée. Une jeune femme aux lèvres gelées s'écria « Quel est ce médicament ?» Sa voix brillait de ce mélange particulier d'espoir et de rage qui caractérisait la vie après l'ordre du marteau. L'instinct policier de Gabriel s'éveilla, mais Anja posa une main sur son épaule. « On ne peut pas s'arrêter. On en sauve un, on condamne tous les autres. » Il savait qu'elle avait raison. Pourtant, ses yeux le hantèrent tandis que la voiture heurtait le trottoir fissuré au-delà de la jetée. Devant nous se profilait la rivière Chicago, dont la surface était tapissée d'un mélange perfide de glace flottante et de chenaux ouverts. Le pont tournant de West Jackson, autrefois considéré comme une prouesse d'ingénierie, était gelé à mi-rotation, bloquant la travée principale. Le seul passage restant était un chevalet ferroviaire à moitié effondré, dont les poutres se disloquaient comme des nervures brisées au-dessus de l'eau. Gabriel pointa la Tesla vers le chevalet et accéléra. « Tu es folle » cria Anja. « Tu voulais la glace de la rivière. » Il éteignit les phares pour éviter de donner aux artilleurs un signal de visée. Le bloc batterie protesta par des alarmes thermiques, chaque bip étant un glas qu'il ignora. Les roues avant heurtèrent la première poutre avec un crissement métallique. La palette résonna derrière eux, des étincelles ruisselant sur l'eau noire. À 2 reprises, la voiture plongea dans des nids de poules assez grands pour contenir un cercueil, la suspension hurlant. Anja se pencha par la fenêtre passager, lançant des fusées éclairantes au magnésium derrière eux. Lorsqu'un deuxième Mefli fila à basse altitude à sa poursuite, l'éclat blanc de la fusée trompa ses optiques thermiques qui interprétèrent le chevalet effondré comme un espace vide. Ce drone, lui aussi,
connut une fin tragique, il plongea dans la rivière en faisant un plongeon de l'ange dans un sifflement de vapeur. À mi-chemin, le pneu avant de la Tesla s'écrasa contre une plaque dentelée. La jambe dérapa sur l'alliage nu, projetant une pluie d'étincelles. Gabriel lutta contre la colonne de direction tandis que la berline menaçait de partir en tête à queue. La palette creusa un cratère, se renversa sur le côté, et, l'espace d'un instant, les caisses vacillèrent au bord du gouffre. Gabriel sentit le temps vaciller la vie de Luna, des milliers d'autres, en équilibre sur l'indifférence de la gravité. Puis Anja se jeta sur elle, enfonçant son épaule dans la caisse supérieure, et le chargement retomba sur le tréteau de quelques centimètres. Ils franchirent la rive opposée au pas de charge, leurs jantes incandescentes. Derrière, le chevalet gémit et s'affaissa, un dernier frémissement, et une section de 50 mètres s'écarta, plongeant dans la rivière glaciale. Leur chemin avait disparu, les drones aussi, pour l'instant. Mais les unités terrestres du cartel allaient se diriger vers l'ouest pour les intercepter. La prochaine étape devait se dérouler sous terre. Sous le Merchandise Mart s'étendait un labyrinthe oublié, le Chicago Pedway, une artère piétonne d'avant les tarifs, faite de tunnels carrelés et de trottoirs roulants. Les pannes de courant l'avaient plongé dans le noir complet. Des rats de la taille de teckel s'agitaient dans les flaques d'eau stagnantes. Pourtant, il offrait une protection contre les drones et les nids de tireurs embusqués. Gabriel repéra une trappe de maintenance près de Kinzie Street, l'ouvrit avec le démonte-pneu de la Tesla, et ils descendirent la palette par un étroit escalier de service. L'air sentait le moisi, l'ozone et les plaquettes de frein brûlées. Sans carte cellulaire, Anja s'appuyait sur des plans d'architecture à moitié oubliés pour s'orienter. Il poussait la palette le long d'escalators hors d'usage, tandis que des ampoules fluorescentes clignotaient sporadiquement grâce à leur batterie de secours, dessinant des scènes telles des cauchemars éclairés par des stroboscopes, des distributeurs automatiques abandonnés, placardés d'autocollants de vaccins anti-grippaux Walgreen périmés. Une affiche en lambeaux représentant un Elon Musk souriant sous le slogan « L'avenir repose sur l'optimisme » et le lithium, des graffitis. Représentant le profil reconnaissable entre mille du président Trump, couronné de barbelés et de la légende « Pour toujours, c'est pour toujours ». Les cuisses de Gabriel brûlaient d'acide lactique. Pourtant, il gardait Luna à l'esprit, son rire haletant l'année où il l'avait emmenée au planétarium, décrivant les constellations avec cet émerveillement sincère propre aux enfants. Il ne pouvait plus la décevoir. Devant, une faible lueur se fit jour, des lampes de poche. Des torchets? Non, des projecteurs de générateurs. Anja jura dans sa barbe. Cartel a déjà un marché souterrain ici. Il l'appelle le Deep Shelf, une bourse d'échange pharmaceutique tous les soirs. Nous avons besoin d'un détour. Il n'y en a pas. Les voies piétonnes convergent toutes vers Riverside Hub. Alors on y va, décida Gabriel. Il empoigna son Glock et compta 6 cartouches restantes. Anja fouilla dans sa sacoche et en sortit 2 sphères de verre scellées à l'époxy. Cristaux de triodure d'ammonium, dit-elle. Stable jusqu'à leur écrasement. Après ça, bruit, flash, vapeur diode. Non mortel pour la plupart des adultes, mais ça nous fait gagner quelques secondes. Ils rampèrent vers la lueur. Le Deep Shelf était une parodie grotesque de marché fermier, des tables pliantes affaissées sous des fioles d'insuline en lambeaux, des antiviraux contrefaits, des sacs à magnésie remplis d'on ne sait quoi. Les commerçants troquaient des dents en or, des chargeurs Glock et des billets de banque vintage vendus comme du petit bois. Au-dessus, une bande de cordes les décrivait, Mac America Ilaguin, une ironie d'entreprise depuis longtemps disparue. Des guetteurs armés, vêtus de sweats à capuche balistique, encerclaient les étals, brandissant ouvertement des carabines M4. À 10 mètres du premier poste de contrôle, Anja prit une inspiration et lança les 2 sphères cristallines sur le sol en béton. La détonation était biblique, des cris stridents, un éclair violet, un champignon atomique de vapeur diode cinglante. Les marchands eurent des hauts le cœur, les gardes leur griffèrent les yeux. Gabriel plongea dans la brume, frappa un tireur par-dessus l'épaule, s'empara du fusil tombé et tira un tir d'avertissement au plafond. Des morceaux de plâtre moisi pleuvaient. Les clients se dispersèrent comme des pigeons. Anja sauta sur la palette, la dirigeant comme un traîneau. Grosse pression, cria-t-elle. Gabriel se pencha et poussa au sécade hurlant tandis que l'élan emportait les caisses sur le carrelage glissant, dépassant des piles de flacons de pilules Walgreen pillées, sous une pluie de coups de feu aveugles. Elles jaillirent du tunnel lointain au moment même où les générateurs de secours craquaient et que le Deep Shelf plongeait dans le noir. Au-delà du Riverside Hub, la voie piétonne reliait les rampes de livraison du sous-sol de l'Art Institute, fermée depuis que les émeutes douanières avaient laissé son aile impressionniste en cendres sous la pluie.
Là, caché sous une bâche, Gabriel trouva le salut, une Ford F550 à plateau cabossé, exploitée par l'équipe logistique du musée, dissoute depuis longtemps. Le diesel, contrairement à l'essence, était encore abondant grâce aux subventions agricoles destinées à maintenir les transports de maïs. Le réservoir indiquait un quart. Cela pourrait les mener jusqu'à la périphérie, s'ils acceptaient le prochain risque. Gabriel plaça le plateau contre la palette. Ensemble, ils hissèrent les caisses sur la plateforme du camion, les superposant sous des bâches déchirées ornées de nénuphars de monnaie. Anja fabriqua un treillis amortisseur improvisé en mousse d'emballage de sculpture, murmurant « pas un seul décilitre de perdu ». Ils débouchèrent sur Columbus Drive juste au moment où l'aube se levait d'un rose ardoise sur le lac. La silhouette de la ville paraissait fragile, comme si quelqu'un avait gravé Chicago au fusain, puis laissé des larmes en étaler les lignes. Au loin, les sirènes convergeaient vers l'est, les hommes de Varga triangulaient la brèche de Pedway. Ils arriveraient dans quelques minutes. Anja se glissa sur le siège passager, les doigts tremblants sous l'effet de l'adrénaline. Prochain arrêt, ma planque dans la zone verte de Humboldt. On évitera les barricades en utilisant. Une rafale de balles traçantes traversa le capot et ricocha sur le pare-brise. Gabriel enclencha la vitesse. Le rétroviseur révéla une Chevrolet maraudée blindée déboulant d'une rue latérale l'emblème du cartel orné de griffes cramoisies. Un canon automatique monté sur le toit cracha des projectiles de tungstène, creusant des nids de poules de la taille d'un casque dans l'asphalte. La suspension du plateau tressauta. Gabriel écrasa le frein, tirant brusquement le volant vers la gauche. La Ford dérapa latéralement, les caisses glissant maintenant bon. La maraudée dépassa, la tourelle pivota, aspirant de l'air. Gabriel enclencha la deuxième vitesse, l'enfonça à fond et percuta l'arrière de la maraudée. Le métal hurla à neige, suite de diesel et plâtre en poudre se transformèrent en cyclone tandis que les deux véhicules s'engageaient dans un balai brutal sur Monroe Drive. On ne peut pas distancer ce canon, hurla Anja, cherchant n'importe quoi, des fils, des flacons chimiques, une idée. On ne court pas plus vite, grogna Gabriel. On redirigeait. Il heurta un autre lampadaire, le détachant dans un jet d'étincelles. Le poteau s'écrasa sur le capot du maraudé, brisant le pare-brise et enchevêtrant le cardan de la tourelle. Gabriel saisit l'occasion, fendit une barricade de sacs de sable et s'élança sur une rampe menant à Lower Wacker, une artère souterraine où résonnaient les échos du béton et la nuit éternelle. Les feux arrière cramoisis, le plateau s'enfonça dans le tunnel. Le maraudé se redressa, moteur hurlant, et plongea à leur poursuite. Dans le vide caverneux, les flashs de départ explosèrent comme des flashs d'appareils photo dans une masse noire. Les balles ricochèrent sur les poutrelles d'acier, brisèrent les lampes au sodium. Gabriel éteignit ses propres phares, pilotant à la mémoire et à la faible lueur bleutée du spectromètre d'Anja. C'était comme piloter à travers la gorge d'une bête. Devant eux, le tunnel se divisait. Gabriel choisit la droite, contournant une alcôve de service. Le maraudeur prit à gauche, puis un grondement retentit au-dessus de sa tête, le pont supérieur s'affaissait sous l'effet de la fatigue structurelle. Une dalle de béton du plafond s'effondra entre eux, explosant dans un panache de poussière. Le maraudeur disparut derrière des débris. Gabriel expira, mais le soulagement était prématuré. Dans un craquement, les gaz d'échappement jaillirent à travers le pare-feu, le tableau de bord afficha « Surchauffe moteur au niveau des liquides et refroidissement basse ». La moitié du radiateur avait été déchiquetée. Ils avaient peut-être parcouru 5 km avant que le bloc ne se grippe. Le chimiste et le policier roulaient à l'improviste. En surface, le président Avi Trump s'est adressé à la nation via une radio à fréquence d'urgence, sa voix granuleuse mais indubitable. D'énormes progrès dans la production pharmaceutique nationale. N'écoutez pas les alarmistes ni les faussaires. Les vrais Américains restent fidèles aux vraies usines, nous méritons nos médicaments. Gabriel écoutait la propagande se propager à travers les parasites de chaque haut-parleur à moitié fonctionnel dans le tunnel, résonnant sur le béton taché. Il se demandait si Luna pouvait entendre le discours depuis leur appartement, si elle croyait encore que les présidents protégeaient les enfants. Le camion remorque gravissait bruyamment une rampe de maintenance menant au quartier à moitié détruit de River North, la vapeur du radiateur s'échappant en vrombissant. La rue devant lui était barrée par des barrières improvisées, drapées de barbelés, surveillées par une milice en gilet pare-balles dépareillé, les Humboldt Green Wardens, des défenseurs de la communauté ayant juré de tenir leur quartier à l'écart de l'influence des cartels. Leur chef, une ancienne camp d'Interactive Broker nommée Janine Chou, brandissait un fusil bullpup tandis que le camion s'arrêtait brusquement.
Identifiez ou abandonnez vos armes. Agent Gabriel Ramos, 15e district au ce qu'il en reste, a-t-il crié. Cargo et médical. Les enfants en ont besoin. Preuve. Il arracha la bâche, révélant les étiquettes thermochromiques Walgreen d'un bleu sarcelle authentique. Précurseur d'insuline. Pur. À quel point l'approvisionnement de Chicago est-il mauvais, demanda Janine, les yeux plissés. Dans quelques jours, répondit Anja en s'avançant, les mains levées. Aidez-nous à atteindre mon laboratoire, nous inonderons la ville. Gratuitement. Les gardiens délibérèrent. De nouvelles sirènes retentirent au sud, des renforts du cartel franchissaient la boucle. Janine jeta un coup d'œil en direction du bruit, puis hocha la tête. Le plus rapide, c'est le tunnel de Fred Delmoud. On vous escorte. Toi, le synthé, on garde. Elle tapa sur le pare-choc du camion. Poussez. Le convoi traversa des ruelles masquées par des postes d'observation sur les toits, armés de missiles stingés antiques, des pièces de musée récupérées et reconfigurées pour le vol thermique. Sous un lever de soleil aux couleurs haineuses, Chicago se sentait comme un patient oscillant entre arythmie et apathie, attendant un miracle ou une mise à mort par compassion. Gabriel, les jointures blanches comme l'os sur le volant, osait imaginer les poumons de Luna se remplir d'air sans effort. Anja répétait mentalement des séquences de réactions analogues tampons, enzymes de repliement génétique, étapes de filtration stérile ou tout en traçant des circuits imaginaires sur le tableau de bord. Derrière eux, le colonel Varga se regroupa. Des drones satellites repérèrent la barricade de Humboldt en feu. Il ordonna l'avancée des Hummers blindés, chacun arborant la griffe du pèlerin. Les rues autrefois animées par les touristes se préparaient désormais à résonner du fracas des mitrailleuses. Alors que le plateau s'engageait sur la pente d'Elmwood, son moteur toussa un râle métallique avant l'arrêt. Gabriel le guida sur les 100 derniers mètres jusqu'à ce que la cheminée d'une microbrasserie abandonnée apparaisse. Sous les silos à grains délabrés de la brasserie se trouvait le sanctuaire d'Anja, des rangées de bioréacteurs de fortune construits à partir de tanks à lait, des pompes péristaltiques cannibalisées par des appareils de dialyse, des filtres épatissés à partir de tuyaux d'aspirateur et des N95 sacrificiels. Une bannière du drapeau finlandais était accrochée à côté d'une citation de Rumi peinte à la bombe, là où il y a des ruines, il y a de l'espoir pour un trésor. Les gardiens se sont précipités à l'intérieur, scellant les portes blindées derrière eux. Dehors, des moteurs rugissaient au loin. Ils avaient peut-être 15 minutes. Peut-être 10. La voix d'Anja se transforma, elle n'était plus celle d'une fugitive essoufflée, mais celle d'une alchimiste autoritaire. Déballez les palettes pour la salle blanche alpha. Glycosylation à 22 degrés Celsius. Tampon à l'histidine. Il nous faut de la verrerie, de la vapeur d'autoclave et un lavage à l'éthanol. Partez. Gabriel les rejoignit, transportant des caisses, essuyant la sueur qui gelait au contact de l'air. Les gardiens formèrent des lignes de relais. Quelqu'un démarra un générateur diesel, les LED s'allumèrent, illuminant le laboratoire d'un blanc pur. Pour la première fois depuis le diagnostic de Luna, l'espoir se fit moléculaire. Anja amorça le premier réacteur, ses pales d'agitation vrombissant comme un battement de cœur lointain. D'ici 2 heures, promit elle, nous aurons des analogues stables. De quoi préparer 2000 doses, voire plus si la pureté est maintenue. Un guetteur des gardes fit irruption, essoufflé. Blindé du cartel aperçu sur North Francisco. Arrivée prévue 7 minutes. Gabriel vérifia son Glock, il ne lui restait plus qu'une balle. Il souleva un M4 tombé, chargea un chargeur à moitié vide et scruta la pièce. Les fenêtres du laboratoire étaient en verre incassable, mais les murs étaient en briques recyclées. Pas à l'épreuve des chars. On les garde à l'entrée principale, dit-il. On lui offre 2 heures. Moi aussi, je me bats, insista Anja. C'est là-dedans que vous vous battez, répondit-il en désignant les bioréacteurs. Chaque seconde où vous faites tourner cette pagaie, c'est un autre enfant qui respire. C'est votre champ de bataille. Elle hésita, puis posa une main gantée de froid sur sa joue. Ramène ta fille, Gabriel. Il ne pouvait pas parler. Au lieu de cela, il se retourna, fusil levé, et courut vers les barricades où les gardiens soudaient des barres d'armature pour en faire des traverses et installer des points 308 récupérés sur des trépieds. Au-dessus de lui, la cheminée de la brasserie crachait des vapeurs de diesel, teintant le ciel de l'aube d'un rouge plus intense, comme si la ville elle-même exhalait un espoir teinté de sang. Au-delà de la barricade, les phares du cartel transperçaient la neige qui tombait. Le convoi du colonel Varga avançait,
tourelle pivotante, haut-parleur grésillant. Remettez la cargaison et vous serez épargné. Refusez, et ce bloc deviendra un souvenir. Gabriel Ramos tira une balle, ses bottes crissant sur le givre, ses poumons remplis d'air brûlé. Autour de lui, d'anciens banquiers, des baristas et des codeurs au chômage stabilisaient leurs fusils avec une détermination tremblante. Les derniers lymphocytes d'une ville se rassemblèrent pour combattre l'infection de la tyrannie. Il jeta un coup d'œil vers la fenêtre du laboratoire et aperçut la silhouette d'Anja dansant entre les cuves. Et pour la première fois depuis 2 ans, il crut que Luna pourrait vivre assez longtemps pour voir le printemps. La première fusée de mortier jaillit au-dessus de nos têtes, projetant du phosphore blanc sur le ciel couleur de bleu. La première fusée de mortier grésilla au-dessus de nos têtes, baignant la cour de la brasserie d'une lueur blanche et spectrale, rendant chaque ombre extrêmement nette. Gabriel Ramos était agenouillé derrière une pile de sacs de céréales qui servait désormais de sacs de sable. À côté de lui, un ancien chef d'équipe de Walgreen enclenchait des obus dans un Browning M1919 remis à neuf, comme s'il était né sous sa lunette de visée. Au-delà des portes, le convoi pérégrine du colonel Arpad Varga se déployait en un croissant de Hummer et de Chevy maraudés blindés, leurs tourelles luisant d'orange dans la pénombre tandis que leurs canons chauffaient dans l'aube glaciale. À l'intérieur, Anja Lehtinen évoluait dans son laboratoire avec la précision d'un chef d'orchestre arrachant une symphonie finale à des musiciens fatigués. Des fermenteurs en verre, hauts comme des enfants, vibraient tandis que des pompes péristaltiques injectaient du bouillon nutritif dans la bouillie vivante. Des ventilateurs vrombissaient, filtrant l'air vicié de Chicago à travers des filtres épais improvisés, cousus avec des tuyaux d'aspirateur et des N95 de Walgreen. Sous des lampes d'inspection ultraviolettes, les analogues recombinants émettaient une fluorescence bleu ciel pleine d'espoir, preuve que les protéines repliées maintenaient leur viabilité. Elle jeta un coup d'œil à la caméra de sécurité du chantier. La silhouette de Gabriel brillait d'une lueur ambrée, en relief thermographique, le fusil immobile. La caméra vacillait, une balle de tungstène avait éraflé la caméra, et l'image était parcourue de parasites. Le moindre instant de parasite pouvait anéantir le signal et tout ce qui le représentait à jamais. La voix de Varga résonna dans un mégaphone. « Lâchez vos armes, partez, et nous envisagerons la clémence. La femme et la cargaison nous appartiennent. » Janine Chou tapota son oreillette, profitant des relais micro-ondes interactifs broker hors service qui sillonnaient encore l'horizon. Elle redirigea le signal de Varga sur toutes les fréquences de la police, en y superposant une balise de localisation. « Que la ville entende le mot « miséricorde », murmura-t-elle à Gabriel. « Peut-être ne sommes-nous pas seuls. » Gabriel hocha la tête, puis leva son propre mégaphone, marqué par les intempéries, le logo du CPD à moitié dissous par des années de neige acide. Avancer d'1 mètre et la seule chose à laquelle vous penserez sera de savoir si votre assurance couvre toujours les impacts de balles. En vérité, l'assurance des gardiens résidait dans leur obstination et la diminution de leurs munitions. Le cartel pouvait se permettre de les réduire en miettes, car la rareté était leur monnaie d'échange et les cadavres ne figuraient qu'au-dessus de leur tête. Pourtant, chaque seconde gagnée dans cette cour glacée était une seconde qu'Anja pouvait transformer en espoir liquide. La salve d'ouverture débuta par le grincement d'un trépied de .308. Une balle transperça le phare d'un maraudet, brisant le quartz et projetant sur le mitrailleur de la tourelle des mosaïques de verre acéré. Les fusils du cartel répondirent par rafales successives, déchirant les sacs devant Gabriel, projetant des grains comme une fumée jaune. Des cocktails Molotov jaillissaient des fenêtres de la brasserie où les techniciens de Janine avaient réutilisé l'éthanol d'anciennes lignes de désinfectant pour les mains et giclaient sur les capots blindés. Les flammes des moteurs diesel transformaient la neige fraîche en vapeur sifflante. Les Hummers continuaient malgré tout leur route, leurs pneus équipés de pneus rinfla cannibalisés par des Tesla hors d'usage depuis longtemps. Les hommes de Varga débarquèrent dans le goulot d'étranglement, leurs mitrailleuses stroboscopiques entre des cuves de brassage rouillées qui servaient désormais de casemate. Gabriel pressa la détente jusqu'à ce que la culasse du fusil se verrouille, puis introduisit un chargeur neuf, à moitié plein. Quelqu'un hurla à sa gauche la mitrailleuse de Browning, touché à l'épaule mais continua de tirer avec son bras valide. Il lui tapota le coude, lança des encouragements, perdus sous le rugissement. Ils se battaient comme des gens qui n'avaient plus que quelques minutes à gager. Une forme perça sa couverture agile, 2 fois plus jeune que Gabriel, vêtu d'une doudoune ornée d'un badge d'employé de Walgreen. Le gamin sprinta entre les véhicules, serrant comme un javelot une barre d'armature coiffée de CE4. Un tireur d'élite du Wardan tenta sa chance, mais la rata, le gamin enfonça le piquet sous la plateforme où Janine avait garé un générateur. L'explosion renversa l'unité et forma une morsure en forme de C dans le mur de la brasserie.
Des volutes de poussière de béton s'élevèrent, les oreilles de Gabriel résonnèrent d'un silence sous-marin. Lorsque le son est revenu, il a entendu le pire, du verre brisé. À l'intérieur de la salle blanche alpha, un fragment errant avait traversé une fenêtre de réacteur en borosilicate. La pression avait chuté, les joints stériles avaient tremblé. Le cœur d'Anja s'était emballé. À ce stade, une contamination pouvait transformer le bouillon miracle en toxine. Elle avait déclenché une alarme, scellant le réacteur compromis derrière des obturateurs à vide, mais le lot qu'il contenait 800 doses avait été perdu. Concentre-toi sur la deuxième ligne, s'ordonna TL d'une voix brisée. L'échec est un réactif que nous ne pouvons pas nous permettre. Elle redirigea les lignes d'alimentation, augmenta la vitesse d'agitation et injecta un plasmide de secours pour relancer l'expression. L'horloge se réinitialisa, plus que 90 minutes pour produire. Par un autre hublot, elle vit des flocons de neige couleur poudre à canon dériver à travers le trou creusé par le CE4. Si la fusillade perturbait une fois de plus l'intégrité de la salle blanche, tout serait fini. Anja sortit un pistolet d'un tiroir, un Walter trapu autrefois porté par un douanier finlandais et vérifia son chargeur unique. Elle détestait les armes à feu. Mais elle détestait encore plus laisser des séquences inachevées. Les fréquences d'urgence de Chicago crépitaient à la vie, non pas grâce aux interventions de la police, ces tours sont tombées en panne il y a des mois, mais grâce au cœur irrégulier des radioamateurs pirates, des milices citoyennes et des casernes de pompiers à moitié détruites. Les gardes sous un feu nourri au North Francisco et la division ont besoin de main-d'œuvre, de kits médicaux, de tout ce qui roule au diesel. L'émission de Janine avait trouvé des oreilles. À 1,5 km à l'ouest, le syndicat des soudeurs de Ravenswood a réquisitionné un chariot de maintenance de la CTA alimenté par des batteries Tesla récupérées, ils ont soudé une lame de chasse-neige à son nez et ont mis le cap vers l'est. Un groupe d'ambulanciers en congé, venant du Northwestern Memorial ravagé, a chargé ses dernières poches de perfusion dans un SM de drone de livraison autrefois utilisé par Walgreen pour transporter des cupcakes. Des pirates informatiques de l'ancien bureau des options d'Interactive Broker ont inondé les communications du cartel de paquets GPS falsifiés, brouillant les attaques de drones de Varga dans des ruelles désertes. Pour la première fois depuis les droits de douane, les arrondissements fracturés de Chicago ont appris à fonctionner comme un organisme. Gabriel se baissa lorsqu'une tourelle maraudeur lança une explosion qui fendit une cuve de brassage comme de la ferraille bon marché. La purée bouillante devenue de l'eau de pluie infecte éclaboussa les gardiens, leur brûlant la peau. Il alluma sa radio. « Janine, dis-moi que tu as un truc. » Sa voix résonna en retour, « Tu te souviens du béant ?» La sculpture Cloudgate de Chicago, affectueusement surnommée le haricot, s'était brisée lors de la deuxième émeute douanière, laissant un croissant de 5 tonnes d'acier miroir abandonné dans le Millennium Park. Les éclaireurs de Janine l'avaient attaché à 2 navettes à batterie, face convexe tournée vers le ciel. Ils le remorquaient sur Michigan Avenue tel un bélier rutilant. État 4 minutes. Fait en deux, grogna Gabriel en tirant à l'aveugle par-dessus les sacs. Son fusil claqua à nouveau, vide. Il sortit son Glock de service, 5 balles. La ligne de front de Varga s'élança. Une grenade s'envola et atterrit à 2 mètres de distance, mais un éclat déchira le mollet de Gabriel. Il tituba. Le sang transforma la neige en rouille. Le drapeau de la serre pèlerine avança, flottant sur une pique soudée à une jambe de roue. Derrière lui, les gardiens se détachèrent pour transporter les blessés à l'intérieur. Si la ligne s'effondrait avant l'arrivée du béant, Varga se déverserait comme de l'acide et le laboratoire d'Anja fondrait sous les tirs. Gabriel pressa un bandage sur sa jambe d'une main et tira de l'autre, chaque coup étant commandé par la respiration calme de Luna. La culasse était verrouillée à vide. Les fusiliers du cartel s'étaient redressés. Le temps s'était raréfié. Un rugissement différent traversa la cour où le hurlement électrique rauque de moteur surcouplé hors garantie. Le béant apparut en trombe, tiré par le chariot du syndicat. Son flanc poli reflétait la lumière des flammes, la neige et les visages stupéfaits des cartels, dans une distorsion déformante et délirante. Le bélier improvisé écrasa un maraudé, puis dérapa, creusant des tranchées dans l'asphalte gelé jusqu'à ce que les lances essoufflent à quelques mètres du portail. Mais l'écart était suffisant. Les gardiens se précipitèrent, tirant des câbles d'acier. D'un grognement collectif, ils redressèrent le béant, l'appuyant contre le mur percé comme un bouclier. Les balles ricochèrent sur l'acier réfléchissant, ricochant vers le ciel. L'espace d'un instant, les défenseurs eurent un mur. Varga s'adapta. Il fit signe à ses équipages de mortiers de charger des obus thermobariques, une puissance excessive pour une escarmouche de quartier, mais la peur paya.
Son assistant avertit que l'explosion pourrait incinérer les caisses d'insuline à l'intérieur. Le haussement d'épaule de Varga était presque philosophique. La rareté est bonne pour les marges. Le tube de mortier a cogné. Janine aperçut l'obus en arc de cercle, les yeux écarquillés. Elle frappa l'épaule du gardien le plus proche. Vers le bas. La balle frappa le béant miroir, trouvant l'angle unique qui projeta sa fusée d'impact vers l'avant au lieu de la pénétrer. Elle dévia en frôlant l'oreille de Gabriel puis s'écrasa dans un banc de neige à 10 mètres derrière la ligne. L'air explosa vers l'intérieur, un halètement monstrueux, la commotion aspira les flammes des canons et aplatit chaque poitrine. Le banc de neige se vaporisa dans une pulsation hémisphérique qui éteignit les caméras hublots d'engins. Pourtant, par une étrange géométrie, la courbe réfléchissante du haricot épargna la brasserie. La cour était ravagée, mais les murs tenaient encore debout. Des gardiens blessés se relevèrent en titubant, les oreilles en sang. Gabriel se releva, le goût du cuivre. À l'intérieur du laboratoire, des alarmes de pression négative retentirent, l'onde de choc avait rompu les joints d'admission. Anja aboya pour obtenir des kits de réparation, mais les médecins des gardiens étaient submergés par le triage. Elle s'empara de rubans adhésifs, de bâches en plastique et enveloppa les conduits d'aération comme des bandages, luttant contre l'aspiration qui tentait d'entraîner ses cheveux dans les cages des turbines. La courbe de température du second réacteur plongea. Sans ambiance ambiante stable, la culture s'effondrerait. Pas maintenant, murmura-t-elle. Elle contourna les dispositifs de sécurité, activa les chauffages internes, troqua la durée de conservation à long terme contre une efficacité immédiate. La température augmenta, le risque de mauvais repliement des protéines doubla. Un pari risqué, mais si le lot mourait, il ne resterait plus personne pour injecter une insuline parfaite de toute façon. Elle chargea le Walter et s'avança vers la porte, mais la fiole vide de Luna, accrochée à un cordon autour de son cou, la tira en arrière. Préparez le médicament en premier. Combattez en dernier. Elle retourna à la console, les pupilles dilatées par un rouge d'urgence. Le colonel Varga arpentait sa ligne de tir, le givre fumant de sa coupe courte. Il sortit un téléphone satellite et composa le numéro du responsable du registre de Peregrine Chicago. Autorisez l'option Polari. L'officier du grand livre blêmi. Polari signifiait une frappe de drone hautement explosive, un drone Reaper complet équipé de batteries Tesla de qualité minière au lieu de kérosène. C'était coûteux, illégal même selon les normes des cartels, et parfaitement conçu pour effacer des problèmes de la taille d'un pâté de maison. Monsieur, le réseau de défense aérienne. C'est de la ferraille. Lance-la. À 3 km au sud-ouest, une gigantesque usine Tesla fermée s'est réveillée en rugissant, le plancher tremblant tandis qu'un drone trapu en fibre de carbone s'accrochait à un rail de lancement et s'élevait dans un ciel d'ardoise. Sa charge de bombe pesait une demi-tonne, de quoi transformer Humboldt en un écho cratérisé des images des journaux télévisés syriens. Le drone s'est incliné vers le nord-est, son pilote automatique a servi aux coordonnées de Peregrine. Les pirates de Janine ont vu la fusée éclairante grâce à une caméra thermique installée sur le toit. Elle a connecté le signal à l'oreillette de Gabriel. Frappe aérienne en approche, 5 minutes. Le pouls de Gabriel battait fort. Le haricot allait s'effondrer comme du papier aluminium. Les fermenteurs du laboratoire avaient disparu. Luna, par extension, avait disparu. À moins que... Il a activé le canal ouvert, priant pour que les communications périphériques surveillent toujours la ville. Quel que soit l'appareil ou hélicoptère, aéronef à voilure fixe, de loisir si vous êtes sur cette fréquence, nous avons besoin d'un drone pour l'intercepter. Marquez la cible au cap nord-ouest 161, à une altitude de 480 mètres. Le silence s'épaissit. Puis une voix féminine grésilla, faible mais ferme. Copie. Je me fais appeler Stardust. J'ai une ribambelle de drones de livraison Walgreen à la retraite, reliée à une seule télécommande. Pas d'ogive, mais j'ai de la masse et des moteurs. Gabriel expira. Stardust, à toi. À 120 mètres au-dessus de la rue La Salle, un SM de quadricoptère rose fluo autrefois champion du renouvellement d'ordonnances le jour même s'élevait tel un nuage kaléidoscopique. Leur pilote, un ancien ingénieur logistique de Walgreen vivant dans un loft rempli de palettes de médicaments vides, planait une collision. Le lidar du Reaper enregistra l'SM comme un fouillis atmosphérique jusqu'à ce que 20 drones percutent son cône de nez, déchiquetant des canards. Il oscilla, reprit son niveau. Une autre vague frappa, brisant les pales de l'hélice et fracassant les capteurs avec l'explosion de leur batterie au lithium. Dans la cour de la brasserie,
Tout le monde leva les yeux tandis que le ciel de l'aube scintillait d'étincelles. Le guidage du Reaper perdu, l'altitude diminuant, l'engin décrivit une parabole fumante et percuta le sol gelé 4 pâtés de maisons plus à l'est, explosant dans une explosion orange qui fit trembler les fenêtres mais épargna la barricade. Pour la première fois depuis que Varga a posé le pied sur le sol de Chicago, les troupes de Peregrine ont hésité. Gabriel profita du silence du second. Il se dressa sur les sacs, la voix rauque. Regardez votre commandant. Il vient de gaspiller 50 millions de dollars et son a de l'aviation pour tuer des gens qui gardaient des médicaments pour enfants. Combien d'entre vous ont besoin d'insuline? Combien ont des proches qui en ont besoin? Quelques fusils du cartel s'abaissèrent, une lueur d'incertitude se dessinant derrière les plaques frontales. Varga aboya un ordre, avancez ou soyez abattus. Un fantassin, âgé d'environ 19 ans, jeta un coup d'œil entre le colonel hurlant et la brique balafrée de la brasserie, puis jeta son arme. Un autre suivit. Les gardiens ont crié des offres de sauf-conduit, personne n'a tiré. La ligne électrique s'est inversée comme un aimant. Varga tendit la main vers son arme de poing. Janine vit le mouvement à travers la lunette de son fusil et serra. La balle traversa l'épaule de Varga, le faisant tournoyer. Il tituba, ruisselant de sang. Personne ne vint à son secours. Dans la salle blanche alpha, le deuxième réacteur atteignit son rendement critique. La fluorescence monta au vert, signe d'analogue replié. Anja déclencha la récolte, les centrifugeuses rugirent, le surnageant se sépara, les filtres bourdonnèrent. Les premiers flacons sortirent de la ligne improvisée, transparents, puissants, vitaux. Elle a bercé une ampoule aussi doucement qu'une mère tient un nouveau-né. Gabriel, a-t-elle dit par radio, nous avons le produit. Stable. Les résultats du clampage du glucose semblent bons. Trouvez-moi des porte-échantillons, nous commencerons à charger les auto-injecteurs dans 10 minutes. Des parasites, puis le rire saccadé de Gabriel. Bien reçu, docteur. La cour est sécurisée. Quelques minutes plus tard, les gardiens escortèrent une chaîne d'hommes du cartel, boiteux, qui s'étaient rendus, jusqu'à un entrepôt annexe, confisquant leurs armes et offrant des compresses. Varga gisait sur une civière, les yeux emplis de venin, mais silencieux. L'écume du commandement, à 1000 mètres de là, fixait l'insignifiance. L'équipe de Janine a ouvert un routeur réseau récupéré au siège d'Interactive Broker, l'a connecté au Wi-Fi du laboratoire d'Anja et a diffusé le protocole de synthèse d'insuline via un réseau maillé à tous les bioréacteurs amateurs de la ville, puis de la Rust Belt, puis de Toronto. À la tombée de la nuit, l'Europe l'aurait, à l'aube, Jakarta. La pénurie était égorgée. Dans la cour, Gabriel pansa sa blessure au mollet, puis accepta le premier auto-injecteur sorti de la chaîne. Il examina le corps transparent, le logo Walgreen entend encore le piston depuis sa sortie d'usine. Celui-là rentre à la maison, dit-il à Anja. Elle hocha la tête, l'épuisement mêlé de soulagement. Au-dessus de nos têtes, la fumée des drones se dissipait dans un lever de soleil pâle. La ligne d'horizon de Chicago semblait brisée, mais dans la lumière naissante, des éclats d'acier brillaient comme les facettes d'un objet reforgé. À travers le pays paralysé, les radios d'urgence diffusaient des proclamations contradictoires. Le président a vu Trump, s'exprimant depuis un bunker de secours à Palm Beach, a dénoncé les terroristes pharmaceutiques qui sapent la grandeur américaine et a promis des droits de douane rapides et décisifs sur les traîtres médicaux. Elon Musk, en direct sur un flux Starlink pirate, a offert une bande passante gratuite à tout laboratoire biologique communautaire produisant de l'insuline, car personne n'innove avec un pancréas vide. Le compte d'entreprise de Walgreen, piraté par un activiste anonyme, affichait simplement « Recharge terminée ». Gabriel rangea l'injecteur dans une pochette matelassée, prit un fusil emprunté en bandoulière et grimpa dans la Ford à plateau ressuscité, désormais rempli de diesel et escorté par une phalange de chariots syndicaux. Luna attendait dans leur appartement, son carnet de croquis probablement vide à présent. Anja l'observait depuis la porte de la brasserie, sa blouse tachée de liquide de refroidissement, Walter à la hanche. Il leva 2 doigts en guise de salut, elle lui rendit son geste, puis disparut dans la lueur où son combat n'était pas encore terminé. Il restait encore des fioles à remplir, d'autres vilaltants. Les moteurs vrombissaient. Le convoi démarrait, soulevant des amas de neige sale. Derrière eux, la cheminée de la brasserie exhalait une vapeur blanche et constante, un signal pour quiconque scrutait encore l'horizon en quête d'un signe annonciateur de leur présence dans l'avenir. Chicago, meurtri et bandé, commença à s'agiter. Le convoi de Gabriel roulait vers l'ouest,
traçant un étroit couloir à travers des rues encore jonchées des séquelles de décennies perdues. Le plateau Ford vibrait comme une section de percussion sifflante, les pistons diesel cognant sous un capot criblé de cicatrices d'éclats d'obus et de rouille incrustées de sang. Derrière lui, 2 chariots de maintenance de la CTA hérissés de bénévoles du syndicat des soudeurs de Ravenswood, lame de chasse-neige de fortune à la proue. Au-dessus de nos têtes, une voûte nuageuse déchiquetée s'écartait juste assez pour révéler un rayon de soleil délavé. Il se répandait sur des maisons en grès brun à moitié effondrées et les serpentins gelés d'une voie ferrée surélevée, dorant les débris d'un or réticent. Dans la cabine, Gabriel gardait une main nue sur le volant malgré la morsure de février, l'autre tenait la poche isotherme qui contenait l'injecteur de Luna. Chaque clignotement du distributeur automatique était comme un battement de cœur faisant écho au sien. Les moteurs d'un drone d'escorte artisanale vrombissaient au-dessus du convoi, des quadricoptères de livraison Walgreen recyclés, liés en SM, leurs bras en aluminium peint du saut hâtivement dessiné au pochoir par les gardes, un tremble courbé mais intact. Ils traversèrent la rivière Chicago par Western Avenue, où des civils assemblèrent des sacs de sable sur la rambarde et plantèrent des panneaux à la bombe de peinture sur lesquels on pouvait lire « VOIE vaccin interdit au cartel ». Les observateurs leur firent signe mi-salut, mi-accusation, ne nous décevez pas maintenant. Gabriel répondit d'un bref hochement de tête, ni plein d'espoir ni de désespoir, mais simplement déterminé. Au-delà du pont, la fumée s'échappait de la fusillade de la nuit dernière entre des escrocs rivaux qui avaient tenté de détourner une cache d'épipans. Ça et là, des fresques à la bombe représentant le président à vie Donald Trump se détachaient sur le béton écaillé, caricatural, plus vrai que nature, auréolé de slogans tarifaires qui semblaient déjà aussi anciens que des affiches de la WPA. Leurs bords se courbaient comme du vieux parchemin, comme si le vent lui-même tentait d'effacer les proclamations, faire encore gagner à l'Amérique, pas des pilules étrangères, pas des volontés étrangères. Quelqu'un avait griffonné sous l'une d'elles, à l'aérosol bleu marine, l'insuline n'est pas étrangère, la tolérance oui. La jambe de Gabriel vibrait là où les éclats d'obus avaient entaillé le muscle. Des points de suture improvisés le piquaient à chaque fois qu'il freinait légèrement. Il ignorait la douleur comme le faisaient les policiers bien avant cette crise, la reportant à plus tard. Une rafale de transmission retentit dans le haut-parleur de la CBE, la voix de Janine Chou, grésillante mais incontestablement triomphante. La brasserie est en panne. Les gardiens transforment les maraudeurs qui se sont rendus en ambulance. Le 3e lot d'engins a passé le contrôle qualité. Expédition en glacière dans l'heure. Comment ça se passe? Il appuya sur le micro. Copie impeccable. Le convoitement arrive à Ketzidis. Livraison du flacon alpha au centre hospitalier. Cache secondaire à la clinique Humboldt dans 30. Gig GPS minimal. Reste glacial, Tinman. On a intercepté des conversations. Le conseil d'administration de Peregrine à New York envoie des remplaçants privés ou des mercenaires de la zone franche de Texark. Attendre 6 heures. 6 heures, c'était une éternité, et une seconde de plus. Assez pour sauver Luna, peut-être assez pour alimenter un véritable contre-marché avant l'arrivée de la prochaine vague de renforts. Il ralentit devant la carcasse d'un Walgreen qui avait autrefois été la pharmacie familiale. À l'intérieur, les étagères étaient brisées, les portes des réfrigérateurs ne tenaient plus que par une seule charnière, une pyramide de chocolat de Saint-Valentin poussiéreux se dressait encore sous une banderole affaissée où l'on pouvait lire « Moi DE la santé cardiaque, demandez-nous comment ». Il se demanda combien de parents avaient fait la queue ici avant la commande du marteau, se plaignant des prix tout en étant confiant que les médicaments seraient disponibles le lendemain. Demain était devenu un mythe. Un guetteur les indiqua de poursuivre leur route. Quelques pâtés de maisons plus loin, le convoi s'engagea dans une ruelle bordée de fresques murales de légendes du blues, suffisamment fraîches pour briller. Un rappel que la création persistait même lorsque le commerce s'effondrait. Il jeta un coup d'œil dans le rétroviseur, les soudeurs des chariots discutaient avec une bande d'adolescents masqués de noir sur des BMX, des coursiers improvisés qui avaient mémorisé le labyrinthe des barricades. Ils se déployaient avec des microdoses pour les personnes fragiles, retraités sous anticoagulants, nourrissons sous antiépileptiques, inconnus dont la vie dépendait désormais de cette fragile chaîne d'approvisionnement. Quand l'appartement apparut en briques rouges, sur 3 étages, avec des fenêtres condamnées au rez-de-chaussée, le pouls de Gabriel s'accéléra. Il se gara à quelques centimètres du perron, laissant le moteur s'emballer. Un voisin en pyjama camouflage et bonnet des Bears apparut, le fusil à pompe en équilibre, aussi décontracté qu'une canne. Son air renfrogné fondit en le voyant. Ramos. Il y a quelque chose à la radio sur le jus miracle. C'est vrai? Bientôt, dit-il en sautant de la marche.
Son mollet hurla, noyé par l'adrénaline. Il gravit 2 étages qui sentaient le plaque de plâtre humide et la fumée de bois jusqu'à l'appartement 3B. La porte s'ouvrit avant qu'il ne frappe. La grand-mère de Luna, Martha, paraissait plus petite que dans ses souvenirs, le rationnement ayant rajeuni chaque courbe, mais ses yeux gardaient cet éclat de charbon d'une femme ayant élevé 4 enfants avec un salaire du West Side. Luna était perchée sur le canapé, dans un nid de couverture, les joues pâles comme des fantômes, les yeux cernés par les croissants meurtris d'une hypoglycémie chronique. Elle essaya de se redresser, lutta contre un tremblement, puis lui offrit un sourire éclatant comme le lever du soleil. « Papa, tu ressembles à un super-héros tombé dans une cheminée. » Il s'agenouilla. Le monde s'éteignit. D'un léger clic de bouchon de sécurité, il amorça l'injecteur, pinça la peau flasque de son ventre fin et appuya. Le ressort siffla. L'inspiration brusque de Luna se transforma en un soupir, ses épaules se desserrant comme des ressorts qui se déroulent. Des larmes brouillèrent sa vision. Une goutte tomba, éclaboussant son carnet de croquis, le papier l'absorba comme une graine dans la terre. Martha les serra dans ses bras. La radio de Gabriel grésilla, Janine encore. Tinman, dit au gamin que Chicago lui dit bonjour. Il appuya sur « Transmettre » d'une voix pâteuse. Message reçu. Lorsqu'il redescendit en boitant, les soudeurs déchargeaient les refroidisseurs secondaires dans la camionnette de la clinique de campagne de Humboldt. Les coursiers BMX avaient déjà distribué la moitié de leur microdose, griffonnant à la craie des symboles d'insuline sur les perrons pour marquer les adresses traitées. Gabriel monta dans le taxi, oubliant sa peur primaire. La route qui l'attendait ne menait pas à la brasserie, mais à un rendez-vous avec des traders de cartes interactives sur la ligne Indiana ou des geeks des mathématiques, anciens employés d'Interactive Broker, passés des produits dérivés à l'arbitrage humanitaire. Ils avaient négocié des accords pour des réactifs bruts bloqués dans des trains de ravitaillement en décomposition à travers le Midwest, lysine, biotine, acétate de sodium. En échange, ils voulaient des protocoles, quelques litres de culture de semences et un disque dur contenant des heuristiques de repliement génétique que le maillage Starlink ouvert d'Elon Musk avait fait sortir clandestinement des serveurs fermés du NIH. Il appuya sur la tablette du tableau de bord. Une fenêtre translucide affichait la latence de Starlink et la stabilité de la liaison montante. Le dernier message d'Elon Musk défilait comme un téléscripteur, « Si vous ne pouvez pas perturber les tarifs, perturbez les besoins ». En dessous, les gros titres de fils d'actualité improvisés, succès d'un bioréacteur DE Fortune à Toledo. La coopérative de crédit du Michigan annule une dette médicale en fonction de la production d'insuline. Le président Trump menace de déclarer la loi martiale à Chicago. Il marmonna, « Toi et quelle armée ?» Mais il connaissait la réponse, les entrepreneurs de la zone franche de Texarkana des vétérans des guerres frontalières, payés en barils de pétrole brut autorisés. Il roulerait vers le nord sur l'I-55 dans des bus scolaires blindés, soudés avec des charrues agricoles. Le chariot de soudage devant nous a dit par radio, « Ferronnier, tu ferais mieux d'accélérer. » On entend parler de barrage routier près de Cicero. « Bien reçu, » dit-il en poussant l'accélérateur jusqu'à ce que le moteur se mette à râler. L'horizon s'éloigna dans le miroir fissuré, la Sears Tower à moitié dissimulée par un voile de suie de diesel et de vapeur miraculeuse provenant du laboratoire d'Anja. Son mollet lui faisait mal, mais quelque chose s'était rallumé dans sa poitrine, la rage disciplinée d'une mission plus grande que la loi. Fin d'après-midi. La neige s'était transformée en grésil, grattant le pare-brise. Près d'une station-service près du village de Summit, ils firent le plein avec un fût de biodiesel artisanal empestant l'huile de friture. Gabriel discutait avec les soudeurs tandis que les scies à métaux vrombissaient, transformant les panneaux de signalisation en armure de fortune pour les flancs du camion. Un prêtre local proposa des hosties rassis à la place du pain, personne ne déclina. Alors qu'il roulait à nouveau vers le sud, une lueur rouge apparut à l'horizon à un panache de fumée, à environ 3 km. Un drone de reconnaissance leur montra une vidéo en direct, la cavalerie du cartel, mais pas les couleurs de Peregrine. Ces camions arboraient l'insigne de Lyon Gate Medical Service, une franchise écran enregistrée dans des îles sous pavillon de complaisance. Ils transportaient des caisses ornées des sceaux de la Maison Blanche et des mentions de l'USDA, mais les initiés connaissaient la vérité, des stocks de biosimulation de contrebande, récoltés dans des laboratoires fédéraux fermés, destinés à inonder Chicago à un prix exorbitant sur le marché noir, écrasant les cercles libres avant qu'ils ne puissent semer. Gabriel contacta Janine par radio pour lui demander conseil. On peut faire un détour, mais ça laisserait les réactifs bloqués. Sa réponse grésilla, si on laisse passer le lion, ils vont gentrifier le désespoir. Retenez-les.
Les soudeurs poussèrent des cris de joie, brandissant des chalumeaux à acétylène comme des étendards de guerre. Un coursier de BMX les dépassa à toute vitesse en direction du nord, un voile flou et déterminé, pour avertir les fermiers de l'arrivée de balles perdues. Ils choisirent le terrain, un viaduc dont les colonnes de béton offraient un abri et dont le dessous était orné d'une fresque représentant Mahalia Jackson chantant comme au ciel. Des dalles effondrées créaient des goulots d'étranglement naturel. Les soudeurs garèrent leurs chariots de côté, faisant jaillir des étincelles tandis qu'ils clouaient des crampons de rail dans des nids de chausse-trappe. Gabriel stationna la plateforme derrière un chêne brûlé par le gel, les refroidisseurs d'injecteurs retirés et rangés dans un ponceau. Il chargea le dernier chargeur de son Glock, attacha une bouteille d'acétylène sur son dos comme un lance-flamme, une idée née du désespoir et du savoir-faire du soudeur. Le convoi de Lyon-Gate apparut, 5 camions militaires excédentaires, dont 2 équipés de miniguns sur le toit. Des haut-parleurs hurlaient, promettant des médicaments approuvés par le gouvernement fédéral à des prix patriotiques, la rhétorique tarifaire avait été rebaptisée. Gabriel rétorqua que l'approbation fédérale ne coûtait rien lorsque les présidents annulaient les élections. La fusillade éclata au crépuscule. Les étincelles de soudure émigées rencontrèrent les traînées de traceurs dans un feu d'artifice macabre. Les soudeurs se cachèrent derrière les poutrelles, lançant des grenades thermiques qui rongèrent le blindage des camions comme des insectes voraces. Une bombe à acétylène, reliée à un onduleur Tesla, renversa le camion de tête, déversant des caisses d'analogues d'insuline mal étiquetées avec des halotags dépareillés, un lot contrefait que le cartel comptait vendre contre de l'argent et des âmes. Gabriel sprinta sous une grêle de plomb, sa blessure au mollet se déchirant à nouveau, sa jambe tachant son jean de sang. Il plongea sous le camion renversé, enfonça sa buse d'acétylène dans une conduite de carburant rompue et vida le réservoir. Du diesel vaporisé se mêla à l'essence, une lueur de bouche égarée enflamma le panache. L'explosion le propulsa hors de la zone, forçant les artilleurs de Lyon-Gate à se débattre sur une route qui se liquéfia sous le feu roulant. Les 2 camions restants firent marche arrière, leurs pneus s'effilochant sur leurs chausses-trappes, leurs moteurs hurlant de reculer vers l'horizon. Lorsque le silence s'installa, la neige fondue siffla sur les braises. Des soudeurs traînèrent les blessés des 2 camps à l'abri du pont, les allongeant côte à côte. Pas de ration pour les ennemis ni pour les alliés, les blessures saignaient de la même manière. Une caisse à moitié brûlée déversa des fioles qui roulèrent, tintant comme des carillons éoliens. L'une d'elles se fissura, laissant échapper une suspension trouble sur la glace. Gabriel l'écrasa sous une botte. Mieux vaut un remède inutile qu'un espoir empoisonné. La nuit tomba. Au-dessus de nos têtes, les satellites Starlink scintillaient comme des perles en fusion, chacun d'eux étant un trou d'épingle qui laissait échapper du courage sur une nation meurtrie. Le convoi de Gabriel entra péniblement dans la ville de Joliet, où un showroom Tesla abandonné, transformé en hôpital de campagne, brillait de la lumière d'un générateur. À l'intérieur, des étudiants en médecine, encore criblés de dettes mais pleins de conviction, triaient les patients sous une banderole indiquant « Bienvenue sur le Future Drive ». Ils acceptèrent les glacières à réactifs avec des larmes de gratitude. En échange, ils donnèrent des ampoules de morphine et une bobine de fil chirurgical pour la jambe de Gabriel. Une infirmière aux cheveux violets le vit boiter, le guida vers un ancien présentoir de modèle S transformé en brancard, et le recousit délicatement en récitant le serment d'Hippocrate. Il l'interrogea sur les mercenaires de Texark. Elle secoua la tête. Les drones du DHS ont repéré une importante colonne blindée près de Kankakee. On dirait qu'ils ont calé près d'un ponceau emporté par les eaux. Ça pourrait vous faire lever le soleil. Le lever du soleil était lourd de promesses et de conséquences. Gabriel refusa la morphine, la clarté comptait plus que le confort. Il accepta une tasse de café à la chicorée, préparée dans une bouilloire à batterie Tesla, au goût à la fois amer et porteur d'espoir. Dehors, des soudeurs écoutaient sur les ondes courtes le dernier discours de minuit du président Trump. Le bois était tout en acier et en arrogance, promettant une tarification 100% patriotique pour les médicaments fabriqués aux États-Unis et qualifiant tout bioréacteur non autorisé de bombe biologique à retardement. La rumeur disait que l'ancien PDG d'Interactive Broker avait publié une lettre publique sur Chainblock dénonçant le discours, estimant que la pénurie du haut tarif douanier coûtait désormais 3000 milliards de dollars numériques à l'économie américaine, une unité de valeur que personne ne respecte plus en dehors du bunker de Floride. Gabriel perçut des fragments, mais les ignora. De l'autre côté de la salle d'exposition, il aperçut une fille en sweat à capuche rouge rouille qui distribuait des tasses fumantes aux blessés. Elle lui rappelait Luna, sauf que Luna respirait maintenant facilement, à l'étage, dans l'appartement de Martha, la glycémie stable, pressant du graphite sur du papier tandis qu'elle dessinait Chicago renaissante.
Il a enregistré un rapide holoclip pour elle, une vue tremblante de l'hôpital, des flacons, du futur reconquis. Salut Luciole, papa va bien. Le monde est en désordre, mais il se défend. Garde le monde dans tes croquis, d'accord? Je serai à la maison avant ta prochaine dose. Il l'a envoyé sur un maillage qui rebondirait à travers le filet de la brasserie d'Anja avant d'atteindre la maison. L'aube brisa des dents roses sur la prairie. Des bavardages sur les filets de la milice annonçaient que le convoi de Texark était de nouveau en mouvement, contournant le ponceau emporté par les eaux. Les soudeurs votèrent, retour au nord, renforcement de la position d'Anja. Gabriel se trouvait face à un dilemme, tenir le coup avec les réactifs ou rentrer précipitamment renforcer la ville qui avait donné le souffle à sa fille. Le devoir se replia sur lui-même tel un origami, chaque pli était un enfant, chaque bord un pari paternel. Il a choisi Chicago. Toujours Chicago. Ils bifurquèrent vers le nord, les moteurs toussant sous le froid. Sur LI 55, des panneaux d'affichage déchiquetés marquaient chaque kilomètre, tels des témoins muets. L'un d'eux, autrefois vendeur d'abonnements solaires Tesla, était désormais recouvert d'une seule phrase en lettres de 3 mètres, l'humanité est la chaîne d'approvisionnement. À mi-chemin de l'autoroute, ils croisèrent une caravane hétéroclite filant vers le sud, des centaines de civils, certains à pied, d'autres dans des voitures cabossées alimentées par des gazogènes à bois, tous fuyant les rumeurs de cordon de la loi martiale. Ils s'écartèrent comme des gouttes d'eau autour du plateau lorsqu'ils reconnurent le saut d'Aspen des gardiens. Des mères pressaient leurs nourrissons d'avancer pour quémander des injections contre le VRS, des hommes âgés tendaient des mains tremblantes pour obtenir des médicaments contre l'hypertension. Le convoi de Gabriel s'arrêta, distribua les ampoules qu'il put, enregistra les destinataires pour assurer la traçabilité des dosages. Chaque signature sur un presse-papier cabossé résonnait comme une promesse gravée dans la pierre. Un vieux prédicateur, la barbe glaciale, prit la main de Gabriel. « Que Dieu te bénisse, dit-il. Dieu a marché sur terre aujourd'hui et s'est servi de tes bottes. » Gabriel, élevé dans la foi catholique, répondit, « Aujourd'hui, Dieu ressemblait à un chimiste carélien chaussé de baskets à embouts d'acier. » Ils atteignirent la périphérie de Chicago à midi. Les mercenaires de Texark convergeaient du sud, mais les sirènes du quartier et les cloches des églises avaient retenti quelques minutes plus tôt, soulevant des barricades plus épaisses qu'auparavant. Des pâtés de maisons entiers avaient soudé des bennes à ordures au mur, des jardins sur les toits transformés en nids de tireurs d'élite, des essaims de drones bourdonnant comme des abeilles de titane. Les mercenaires s'arrêtèrent sur le Dan Ryan, scrutant la forteresse improvisée. Pas un ne s'avança. Dans la cour de la brasserie, Anja accueillit Gabriel, boitant mais debout. Son regard était brillant de renard malgré 60 heures d'affilée sous stimulants et café stérile. Des centaines de fioles étaient empilées dans des caisses réfrigérées, étiquetées non pas avec des codes barres, mais avec des notes manuscrites, service pépinière, dialyse, clinique communautaire. Le bourdonnement de la chaîne de production résonnait comme une berceuse sur fond de techno-industriel ou une industrie naissante qui chantait à plein poumon. Gabriel lui offrit la dernière glacière de réactifs. Elle l'enlaça d'un geste brusque et féroce. Il sentit la tension se dissiper. Au-dessus de sa tête, les gardiens hissaient une immense bannière récupérée d'une publicité pour le Tesla Cybertruck, dont la peinture avait été inversée pour afficher la silhouette grossière d'un stylo à insuline surmonté d'un faucon aux chaînes brisées, le nouveau blason de Chicago. Janine grimpa à l'échelle de la cheminée, mégaphone au poing. Sa voix résonna sur les toits. À tous les voisins qui nous écoutent, à toutes les rues qui ont vendu de l'espoir à prix fort, les tarifs douaniers du cartel prennent fin ici. Nous sommes désormais les tarifs douaniers, et notre taxe est nulle. Un rugissement répondit, un son qui se propagea de bloc en bloc jusqu'à ce qu'il s'écrase contre l'eau du lac et se répercute en écho. 3 jours plus tard, le réseau Starlink d'Elon Musk organisait un symposium réunissant des biochimistes d'Helsinki, des hackers de Sao Paulo et un lycéen timide de Nairobi qui avait adapté le protocole d'Anja à une cuve de $200. Le dernier commissaire de la FDA, s'exprimant sous couvert d'anonymat, qualifia le mouvement de « miracle sans licence ». Les traders d'Interactive Brokers, désormais producteurs de données pour les laboratoires communautaires, publiaient des tableaux de bord en temps réel sur les matières premières, suivant le prix de la bonté humaine, estimé en flacons par heure. Leur nouvelle monnaie, des pièces de guérison, frappait dès que des bioréacteurs open source enregistraient un lot réussi. Le président Trump a doublé les tarifs douaniers, le Sénat tel qu'il est resté s'est retrouvé dans l'impasse. Mais dans les rues, de Boston à Boulder, les prix du marché noir se sont effondrés en une semaine. La nouvelle s'était répandue, imprimez le plasmide, empruntez une cocotte minute, suivez le manuel.
Si un cartel tentait de s'accaparer l'approvisionnement par la force, les fonderies du quartier doublaient tout simplement leur production. Les escrocs avaient inondé les magasins de couteaux. Le conseil d'administration de Walgreen a démissionné en masse, remplacé par des pharmaciens devenus militants. Ils ont publié une déclaration « Nous sommes désolés. Nous n'autoriserons plus jamais la pénurie ». Cette déclaration était affichée sur tous les murs holographiques de Times Square, avec des lettres aux couleurs turquoise apaisantes. Par une soirée de fin mars, imprégnée de l'odeur de la neige fondante, Gabrielle porta Luna sur le toit de leur immeuble. Elle portait un nouveau sweat à capuche, les mains fermes, pointant son carnet de croquis vers l'horizon. La silhouette de la ville scintillait sous des réseaux électriques dispersés, certains solaires, d'autres diesel, d'autres bricolés par des Tesla Powerwall. Luna se mit à dessiner, dansant au graphite. Dans la rue, des enfants jouaient au foot avec un ballon scotché à côté d'un stand de restauration rapide qui faisait griller des galettes de viande protéinée. Personne ne fuyait les sirènes, car aucune ne hurlait cette nuit-là. Les gardiens se prélassaient sur les perrons, fusils au repos, écoutant du blues diffusé depuis un magasin de vinyle sauvé. Une étoile se levait à l'est, peut-être Vénus, peut-être un amas Starlink reflétant le coucher du soleil. Luna marqua une pause en plein mouvement, le visage éclairé par la lanterne du toit. « Papa, ils vont s'arrêter ?» Il savait qu'elle parlait des droits de douane, de la faim, d'hommes armés échangeant la souffrance contre le profit. Il considéra chaque cicatrice sur sa jambe, chaque rue dévastée, chaque lendemain effacé que Chicago avait reconquis. Puis il regarda au loin la cheminée de la brasserie d'Anja, dont la vapeur montait encore. « Nous ne les laisserons pas faire », a-t-il déclaré. Elle hocha la tête comme si cela réglait la physique. Une autre ligne traversa la page, reliant le gratte-ciel aux nuages aussi harmonieusement qu'une chaîne d'approvisionnement renouée par des mains ordinaires. Dans un bunker de crise lointain, le président a vu Trump a balancé un document d'information sur un bureau en acajou qu'il avait importé sans droit de douane pour « sauver le moral national ». Le document indiquait « Indice national de pénurie biologique, 17% et en baisse ». Il s'est emporté et a exigé de nouveaux droits de douane, mais la bureaucratie avait découvert une denrée rare, l'inertie face à l'absurdité. Même ses plus fervents exécuteurs se demandaient comment taxer ce qu'un garage pouvait imprimer du jour au lendemain. À des kilomètres au-dessus, les satellites murmuraient des protocoles ouverts dans la troposphère comme du pollen, et les quartiers autrefois mesurés dans le désespoir ont commencé à se mesurer eux-mêmes chez les enfants guéris, dans les graphiques de glycémie matinale qui ne montaient plus en rouge. Sous le silence indigo de l'aube, Gabrielle arpentait les rues presque silencieuses en direction de la brasserie d'Anja. La neige fondue s'égouttait des caniveaux, tapant le code morse sur la rouille. Dans sa poche, il portait un croquis plié, tiré du livre de Luna, un dessin au trait de Chicago renaissant, des cheminées d'où s'échappaient des médicaments, des toits hérissés d'antennes artisanales, des rues reliées non seulement par l'asphalte, mais par le bourdonnement commun de la survie. Il poussa la porte de la brasserie. À l'intérieur, les cuves de fermentation bouillonnaient, un bleu phosphorescent peignant les murs comme les reflets d'une aurore boréale. Anja se pencha sur les écrans de la console, la fatigue lui courbant les épaules sans pour autant briser son moral. Elle leva les yeux et sourit ironiquement. Le 6e lot vient d'être analysé. Il y en aura assez pour Boston, et peut-être pour le Québec si les températures restent élevées. Gabrielle lui tendit le dessin de Luna. Elle étudia les lignes, les traits de graphite où brillait à nouveau une vieille grande roue, les fenêtres dégagées, l'horizon défiant. L'humidité lui laissait les yeux vitreux. « Il manque quelque chose », dit-elle d'une voix douce. « Quoi ?» « Une rivière sans poison. » Il rit, sentant son rire ouvrir des cavités intérieures scellées depuis l'ordre du marteau. « On va régler ça ensuite. » Ils restèrent là, au milieu du bourdonnement des pompes à bière, à penser aux prochaines, le prochain compresseur qui pourrait tomber en panne, le prochain camion frigorifique qui aurait besoin de diesel, le prochain père courant sous les tirs pour ramener une fiole à la maison, la prochaine loi qui tenterait de lier l'indéchiffrable. Il y aurait toujours des prochaines. Mais à cet instant, Chicago respirait une nuit d'hiver parfumée non pas par le désespoir mais par une vapeur réactive douce comme l'anis, un arôme de futur distillé. Au loin, le tableau de bord ouvert d'Interactive Broker affichait un nouveau dérivé, l'espoir heure, indexé sur la production d'insuline gratuite d'une ville. Le cours montait. Gabrielle prit un tablier de laboratoire. Besoin d'une autre paire de mains. Anja l'avait attaché derrière son cou. Toujours. Ensemble,
Ils ont calibré les pompes sous le sifflement de la vapeur et l'écho lointain des chasse-neige raclant l'asphalte, le même asphalte qui tremblait autrefois sous les camions du cartel et qui supportait maintenant le poids des voisins livrant des médicaments gratuitement. Chicago, éclairé par des lanternes et marqué par des cicatrices, continuait de respirer.